Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 10 février. Le président de la République a présidé une réunion de travail consacrée au suivi du projet de la route Tindouf-Zuiret ainsi qu'à la promotion des échanges commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie. Dans l'actualité politique également, le président de la République qui préside une réunion de travail consacrée à l'application de l'augmentation du montant de l'allocation touristique. Un volet économique dans ce journal avec le renforcement du secteur minier. On ira à Tissemsilt pour découvrir la mine de barite de Bourkaïd, un des fleurons de cette activité vitale pour notre économie. Zoom également sur l'entreprise ferroviaire Annaba qui s'est engagée dans la construction de wagons de chemin de fer. À l'étranger, en France, montée flagrante. À l'étranger, montée flagrante en France du discours haineux avec au centre la question migratoire, souvent brandie comme un alibi pour couvrir la faillite du discours politique dans ce pays. Et nous terminerons avec un reportage sur la plus belle conquête de l'homme, le cheval. Nous irons à la découverte d'un centre équestre dans la région de Oum el-Bouaghi. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce lundi une réunion de travail consacrée au suivi du projet de la route Tindouf-Zuiret ainsi qu'à la promotion des échanges commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie. La réunion s'est tenue en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem, du ministre des Travaux publics et des infrastructures de base, Lakhdar Khrour, du directeur de l'Agence algérienne de la coopération internationale pour la solidarité et le développement, Abd Hallouz, de Abdelkarim Bouzerd, ministre des Finances, de Mohamed Boukari, ministre du Commerce extérieur et la promotion des exportations, et de Saïd Sayoud, ministre des Transports. Nous l'annoncions également en titre, le président de la République a également présidé une réunion de travail consacrée à l'application de l'augmentation du montant de l'allocation touristique estimée à 750 €. Était présent à la réunion le directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem, le gouverneur de la Banque d'Algérie, Salah Eddine Taleb, le ministre des Finances, Abdelkarim Bouzerd, et le directeur général des douanes algériennes, Abdelhafid Bakhouch. Au 6e jour de sa visite officielle en République de l'Inde, le général d'armée Saïd Chingriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a été reçu par Rajnath Singh, ministre indien de la Défense. Les deux parties ont abordé durant cette rencontre à laquelle ont pris part de hauts responsables des deux côtés les relations militaires bilatérales entre les deux pays et les moyens de les rehausser pour servir au mieux les intérêts suprêmes des deux peuples frères. À cette occasion, le général d'armée a transmis à son hôte les salutations du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, avant de rappeler l'histoire des relations algéro-indiennes qui remontent à la lutte de l'Algérie pour son indépendance et sa souveraineté. De son côté, Rajnath Singh a réitéré la disponibilité de son pays à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine militaire, notamment à la faveur de cette visite. Et donc, au 6e jour de sa visite en Inde, le général d'armée Saïd Chingriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a pris part aujourd'hui à la cérémonie d'ouverture du salon Aero India, organisé au niveau de la base aérienne de Yalanka à Bangalore. Et à cette occasion, donc, le général d'armée a suivi l'exécution de figures aériennes réalisées par les forces aériennes indiennes et certaines délégations militaires participant à ce salon, et ce, en présence du ministre indien de la Défense et d'importants invités de divers pays du monde. Lors de ces démonstrations, le général d'armée
a fait part à son homologue indien de sa grande appréciation du haut niveau des exhibitions exécutées, saluant le succès de cet événement qui constitue une opportunité pour l'échange d'expériences et une occasion pour s'enquérir des dernières innovations dans le domaine de l'aéronautique militaire et la défense aérienne. En marge de ce salon, le général d'armée Saïd Chenghriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a tenu des discussions avec le commandant des forces terrestres indiennes, le général de corps d'armée Upendra Dwivedi, au cours desquels le général d'armée a réitéré la disposition de l'Algérie à raffermir ses relations militaires avec des États amis tout en saluant la qualité de la coopération avec l'Inde. De son côté, le général de corps d'armée Upendra Dwivedi a fait part du souhait de son pays d'approfondir les relations en matière de défense avec l'Algérie, et ce, au service des intérêts communs des deux pays et de la consolidation de la sécurité et la paix internationale. Le général d'armée a visité également les différents stands des grandes entreprises spécialisées dans l'aviation militaire et la défense aérienne, où il s'est enquis des dernières innovations et a également écouté des explications détaillées sur les technologies employées. Lors de sa participation à l'ouverture du salon, le général d'armée a suivi, rappelons-le, avec la délégation qui l'accompagne, un défilé aérien composé des derniers avions de chasse multirôles dotés des techniques de furtivité et de radars intelligents, à l'instar des avions de chasse russes Sukhoi 57 et américains F-35. Dans le volet coopération, toujours mandaté par le président de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, est arrivé cet après-midi à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, pour prendre part aux travaux de la 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine prévue les 12 et 13 février. L'ordre du jour de cette session, qui se tient en prévision du sommet de l'UA, comprend de nombreux dossiers importants liés à l'action africaine commune, dont l'examen des rapports annuels des activités de l'organisation continentale et de ses différents organes, l'élection des membres du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, l'élection de 6 commissaires de l'UA, le parachèvement du cadre juridique de la zone de libre-échange continentale africaine et l'adoption des statuts du mécanisme africain de prévision et de réponse aux catastrophes. Dans le volet coopération, toujours, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce lundi un appel téléphonique du ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Abbas Araghchi. L'entretien a permis d'aborder les développements de la situation dans la région du Moyen-Orient, notamment concernant la question palestinienne, et d'examiner la proposition sur la tenue d'une réunion ministérielle de l'Organisation de la coopération islamique pour débattre des derniers développements à Gaza. Le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, a reçu ce lundi le ministre du Pétrole de la République du Niger, Sahabi Omarou, accompagné d'une délégation de haut niveau, l'occasion d'évoquer les moyens de renforcer les relations des coopérations entre les deux pays, notamment dans le domaine de l'énergie et des hydrocarbures. Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué les derniers développements liés à la mise en œuvre des projets de développement conjoint convenus, incluant les projets de recherche, d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures, ainsi que les projets de raffinage, de pétrochimie, de commercialisation et de distribution des produits pétroliers dans le cadre du mémorandum d'entente signé entre Sonatrach et Sonidep le 1er octobre 2024. Les entretiens ont aussi porté sur les conclusions des visites des délégations de Sonatrach à Niamey, ayant abouti à la signature d'un procès-verbal le 14 janvier 2025 entre Sonatrach et Sonidep. À cette occasion, Arkab a tenu à souligner l'engagement de l'Algérie à poursuivre son soutien à la République du Niger. Il a également souligné l'importance du transfert de l'expertise algérienne et de la mise à disposition des programmes de formation spécialisés pour soutenir les compétences nigériennes.
Nous en parlions en titre. L'activité minière revêt une importance particulière pour l'État. C'était d'ailleurs l'un des sujets débattus hier lors du Conseil des ministres, des fleurons de cette activité vitale pour notre économie, la mine de barite de Boucaïd, située à Tissemsilt, précisément dans les creux des cavités du mont de Loarsenis. Une matière utilisée dans les gisements et forages pétroliers dont l'extraction était interrompue pendant quelques années avant de reprendre en 2018, nous dit Emine Saïchi. Dans le creux des cavités du mont de Loarsenis, à Boucaïd, est extrait le minerai de barite, utilisé dans plusieurs industries, notamment l'industrie pétrolière et gazière, où elle est employée comme boue lourde pour augmenter la densité des fluides de forage et éviter les fuites de gaz. L'extraction se déroule en 2 étapes essentielles. La phase préparatoire qui englobe les travaux de forage pour préparer le gisement et la phase d'abattage où le minerai est extrait selon des techniques adaptées. Ce minerai se distingue par son insolubilité. Il ne se dissout pas au contact de l'eau. La barytine est souvent utilisée dans le forage des puits de pétrole ainsi que dans la fabrication de verres, de peintures et des plaquettes de frein. Elle entre également dans la composition du béton anti-radiation utilisé dans les hôpitaux et dans la production de certains produits pharmaceutiques. Et pour accroître sa production, l'unité de Boucaïd traite le minerai extrait de 3 gisements avec une capacité annuelle de 25 000 tonnes de barytine. Nous sommes entrés en production en 2024 avec une capacité de 10 000 tonnes de matières premières. Cette année, il y a eu une activité intense en termes d'extraction de barytine. Notre objectif est d'atteindre 30 000 tonnes entre 2025 et 2026. La valorisation des ressources minières et l'augmentation de la production de barite vise à répondre aux besoins du marché national pour cette matière première qui contribue au développement de plusieurs secteurs. Et dans cette même dynamique d'industrialisation que connaît notre pays, l'entreprise nationale de construction de matériel et d'équipements ferroviaires, Ferrovial Annaba, s'est engagée dans la construction de près de 800 wagons de chemin de fer destinés au transport du phosphate, ce qui répondra à un besoin de transport vers les structures de transformation de ce minerai, nous dit Yasmine Msaoudi dans ce papier. À l'horizon 2026, le transport du phosphate connaîtra un nouvel élan en Algérie. Le complexe Ferrovial et la Société nationale des transports ferroviaires ont signé un accord pour fournir des wagons pour le transport de cette ressource stratégique de Bled El Hadba vers le port de Annaba, renforçant ainsi la chaîne logistique du secteur minier. Le projet prévoit la mise à disposition de 800 wagons. L'entreprise Ferrovial est en train de préparer le dossier technique et l'étude nécessaire afin de fabriquer ces équipements conformément aux spécifications et exigences de la Société nationale des transports ferroviaires. Les ingénieurs du service recherche et développement ont conçu la majeure partie du système de forage pétrolier, utilisé par Sonatrach pour le traitement et l'exploitation du limon extrait. Nous essayons de développer ces équipements tels que le vent de fond, Medgam, le hooper et dresser coupling. Ce sont des dispositifs utilisés pour la modification des structures. Comme vous pouvez le constater, c'est la première fois que ces équipements sont développés en Algérie. Nous espérons avec le temps les améliorer et les perfectionner davantage. Dans les ateliers, les pièces de base sont fabriquées et les composants assemblés afin de garantir le refroidissement de la tête de forage et l'évacuation des fragments rocheux. Le circuit à bout est composé de 5 réservoirs pour le stockage excédentaire, d'un système d'intégration des boues, puis de leur stockage dans le bac de décantation. Il comprend également le purificateur qui évacue les gaz extraits des boues au niveau des forages. L'augmentation des activités a permis la création de nouveaux postes d'emploi. Nous avons créé 500 postes d'emploi dès le lancement de la production des wagons. 400 postes d'emploi seront pourvus à partir de 2026. Pour cette année, nous avons contacté la direction de l'emploi pour réintégrer 50 à 60 travailleurs qualifiés. Le complexe Ferrovial s'est engagé dans une démarche de diversification de sa production et a réussi à se faire une place sur le marché national en proposant des produits qui étaient auparavant importés à des prix élevés.
Dans le but d'améliorer les normes de qualité dans le secteur de la construction et du logement, 2 protocoles de coopération stratégique ont été conclus ce lundi. Le premier entre l'instance nationale du contrôle technique de construction et l'Institut américain du béton, ACI, American Concrete Institute, visant à renforcer les normes de qualité et du contrôle technique. Le deuxième protocole conclu entre l'Association algérienne des producteurs de béton et l'Institut américain du béton a pour objectif de consolider la recherche scientifique et le développement d'un système de formation professionnelle qui permet aux ingénieurs et aux experts algériens de bénéficier des derniers développements et connaissances dans le domaine du bon usage du béton dans la construction. Nous en parlions en préambule, montée flagrante du discours haineux en France avec la question migratoire souvent ressassée par les médias. Une question souvent brandie comme un alibi pour couvrir la faillite du discours politique, mais aussi pour expliquer, voire dévoyer le débat des vraies questions d'ordre économique et social. Badia Amarni. Entre discours haineux, rejet de l'autre et politique répressive, un climat délétère prend ses aises en France. D'un plateau de télévision à un autre, le ministre français de l'Intérieur se livre à des saillies xénophobes et islamophobes épousant, comme de coutume, les discours les plus réactionnaires de l'extrême droite. Or, ce sont des musulmans, ils sont noirs, voilà. Lorsque un responsable du gouvernement dans un pays qui prône la liberté, l'égalité et la fraternité prononce ces mots racistes qui ciblent les musulmans et les Africains, ce n'est plus la peine que l'extrême droite défende son projet raciste. Bruno Retailleau s'en charge déjà. Cet homme est devenu le porte-voix des pires xénophobes, appelant à la haine, alors que l'immigré est devenu un bouc émissaire des crises franco-françaises. Oui, il y a une problématique aujourd'hui de l'extrême droite qui avance sur son agenda politique. Et le meilleur exemple, c'est Bruno Retailleau. Donc ces gens préparent l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Quelle est l'utilité aujourd'hui d'aller reprendre les théories, les thèses et même d'aller sur la même ligne que l'extrême droite quand on prétend la combattre? Jamais, lorsque j'ai été élu député, j'aurais pensé qu'un jour l'une de mes collègues se ferait huer pour avoir dit qu'elle était une fille d'immigrés. Le discours de l'extrême droite est devenu officiel en France. Retailleau est devenu leur porte-parole selon certains observateurs. Pire encore, un outil entre leurs mains pour faire passer les projets de Marine Le Pen en lui déroulant le tapis rouge vers l'Élysée. Je crois qu'il ne faut pas écouter les sirènes politiques qui aujourd'hui veulent nous conduire à ce repliement, qui veulent pointer du doigt telle et telle catégorie de la société, mais au contraire faire vivre pleinement la démocratie. La démocratie, c'est cela. La République, c'est cela. Donc, soyons tout simplement en phase avec nous-mêmes. Ne renonçons pas à nos principes. Ne renions pas notre identité, qui est une identité plurielle, une identité diverse. Marine Le Pen prend un discours haineux sur les plateaux de télévision et de radio. Elle continue à tenir des propos consommés incapables de tracer une feuille de route politique. En Argentine ou en Pologne, s'il existe des listes d'attente pour s'inscrire à l'Alliance française de Shanghai, de Tokyo, de Mexico. Pour s'inscrire à l'Alliance française de Shanghai, de Tokyo, de Mexico. Ce sont des pantins. Ce sont des pantins. C'est des gens, ils servent à rien. Et Marine Le Pen, elle sert à rien. Elle endort tout le monde avec ses conneries, avec ses discours anti-immigration. Mais tous ces discours, elle les écrit même pas. Elle récupère des discours à droite à gauche d'anciens politiciens et les répète mot par mot. Qui constitue alors une véritable menace pour la France? Les musulmans et les Africains qui ont contribué à l'édification de ce pays ou ceux qui prennent le discours de haine? L'effondrement de la France n'est pas le propre des immigrés, mais bien l'œuvre de ces hommes politiques qui la transforment en une scène de lutte ethnique et religieuse au lieu de trouver des solutions à des problèmes réels. Retour chez nous, le monde de la presse est en deuil avec la disparition du journaliste Nourdine Merdassi, décédé hier à l'âge de 82 ans, après une longue carrière et un parcours prolifique au sein de plusieurs journaux dans le prestigieux quotidien Al-Moudjahid. En cette pénible épreuve, la Direction générale de la communication à la présidence de la République présente ses condoléances et exprime sa profonde compassion à la famille du défunt, priant Allah Tout-Puissant d'accorder au regretté sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis.
Condoléances également du ministre de la Communication, Mohamed Mziane, qui a fait part, suite au décès de Nourdine Mardassi, de sa profonde compassion à la famille et aux collègues du défunt, priant Allah le Tout-Puissant de lui accorder sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis. Proche-Orient, le mouvement de résistance palestinien Hamas qualifie le retrait de l'armée d'occupation sioniste du couloir du carrefour des martyrs Netzarim de victoire pour le peuple palestinien. Le Hamas qui a affirmé que l'achèvement de ce retrait ainsi que la reconnexion du centre de la bande de Gaza à son nord, mais aussi la poursuite du retour des personnes déplacées sont la preuve de la détermination du peuple palestinien de contrecarrer les plans de déplacement et à poursuivre la lutte pour l'autodétermination. Yasmine Saoudi. Une kyrielle de véhicules, transportant tous ceux qui restent au Razaoui, traverse le carrefour des martyrs depuis le retrait des forces d'occupation sionistes de cette zone tampon qu'elles ont établie pour séparer le nord et le sud de Gaza. Des Razaouis déterminés à rejoindre leur demeure, même s'il n'en reste rien. Dieu merci, nous pouvons enfin rentrer chez nous, même si nous avons déjà tout perdu. Même si nous n'avons plus de maison, nos terres ont une valeur inestimable. Nous avons subi de lourdes pertes durant cette guerre. Mon fils est tombé en martyr et mon mari est porté disparu depuis 1 an. Nous ne savons pas s'il est mort ou en vie. C'est la réalité des familles palestiniennes qui pleurent leurs proches perdus durant le génocide commis par l'entité sioniste. Aujourd'hui, elles entament leur retour vers les zones nord à la recherche des disparus et des martyrs ensevelis sous les décombres. La situation est très difficile. Nous n'avons ni eau potable ni électricité. Mais Dieu merci, nous sommes de retour sur nos terres. Malgré toutes les difficultés, nous nous accrochons à la vie. Nous sommes très heureux d'être de retour sur nos terres que nous aimons tant. Nous avons passé près d'1 année dans le sud de l'enclave palestinienne. Aujourd'hui, les Palestiniens tentent de rejoindre ces régions après une absence de plus de 16 mois. Nous n'avons plus de repères, nous n'arrivons même plus à situer nos maisons. Tout est détruit. C'est une grande douleur de voir notre quartier en ruine. Après y avoir vécu plus de 25 ans, je n'ai même pas reconnu la région, tant l'ampleur des destructions est grande. L'occupation sioniste a cherché à anéantir toute forme de vie dans la bande de Gaza, mais dès l'ouverture du point de contrôle, les Palestiniens sont retournés dans leur région, une manière de résister à l'occupant sioniste. Sport cyclisme, déjà vainqueur de la première étape, l'Algérien Hamza Yassine a remporté au sprint final la 2e étape du TAC 2025, disputée ce lundi entre Constantine et Sétif sur une distance de 145 km et demi en 3 heures, 28 minutes et 51 secondes. Le coureur algérien a devancé dans l'ordre l'Érythréen Maïkele Milkias et Mohamed Najib Baassel du Mouloudia d'Alger. C'est un papier signé Sidi Ahmed Bouraïb. Encore une fois, Hamza Yassine s'illustre et démontre qu'il est le roi du sprint, en empochant l'étape et en gardant le maillot jaune. Ça a été un plaisir pour moi et pour le team Mada. J'espère qu'on va réussir à garder le maillot jaune jusqu'à la fin. Je sais que c'est un peu dur pour garder après toutes les équipes sont contre nous. Ils savent que je suis un bon sprinter, alors ils vont tout faire pour prendre l'échappée. Alors nous, on va tout tenter pour garder le maillot jaune et honorer l'Algérie. L'étape qui a relié la ville des ponts suspendus à celle des hauts plateaux est l'une des plus belles et passera par de somptueux paysages. Après quelques kilomètres, la première tentative d'échapper est réussie et se compose de Nassim Saïdi et de l'Italien Bernardkowski. Une échappée qui prend 2 minutes d'avance sur le peloton. Les deux coureurs passent le seul GPM de l'étape et le premier sprint intermédiaire ensemble. À Wadi Atmania, le peloton reprend les échappées. Le groupe rentre dans Sétif et la victoire se jouera au sprint. Hamza Yassine franchit la ligne d'arrivée en premier en 3h28 minutes et 51 secondes, assurant le maillot jaune et le maillot vert.
La deuxième place est décrochée par Milikias qui garde le maillot blanc. Même chose pour Hebron avec le maillot à pois. Et c'est le moment d'aller du côté d'Oum El Bouaghi, à l'est du pays, pour rencontrer des passionnés des chevaux, cette belle conquête de l'homme. Le centre équestre de la commune de Ain Lila accueille des cavaliers de tous les âges pour leur inculquer les bases de ce sport, un lieu où passion et apprentissage s'entremêlent, offrant à chacun l'opportunité de progresser et de vivre pleinement sa passion, nous dit Rina Lerari dans ce reportage. Comme chaque week-end, Ala se rend au centre équestre de Ain Lila. Son objectif est clair, progresser en équitation et repousser ses limites. Avant d'entamer son entraînement, il s'applique à préparer son cheval avec précision. Il commence par le brosser, nettoyer les sabots, ajuster la selle et fixer les rênes. Une fois prêt, ils quittent l'écurie ensemble, direction la carrière où les attend une nouvelle séance de travail. Cela fait 3 ans que je suis dans ce centre équestre. J'ai obtenu mon premier degré il y a 2 ans, ce qui m'a permis de participer à la Coupe d'Algérie, catégorie des cavaliers cadets. Aujourd'hui, je vise à décrocher mon 2e degré et à accéder aux championnats nationaux et étrangers. C'est pourquoi je m'entraîne chaque vendredi avec mon cheval sur un parcours d'obstacles où j'ai atteint une hauteur d'1,15 m. Cavalier professionnel, les concours international national. Ala n'est pas le seul à s'entraîner ici. Des cavaliers de tous âges viennent régulièrement perfectionner leur technique, affiner leur maîtrise et renforcer leur lien avec leur cheval. Certains sont débutants et d'autres plus expérimentés, mais tous partagent la même passion pour l'équitation. J'ai commencé mon apprentissage avec les poneys, puis les doubles poneys et maintenant je monte les grands chevaux. J'ai appris à franchir des parcours d'obstacles de 60 et de 80 cm, à galoper et aussi à prendre soin de mon cheval. L'équitation est une véritable passion pour moi. Cela fait tout juste 1 semaine que j'ai obtenu mon 1er degré. Je me suis entraînée pendant 3 ans et suis très contente de ce résultat. Je continue de m'entraîner chaque week-end pour améliorer mes performances avec cette jument qui s'appelle Rim. Cela fait 2 ans et demi que je m'entraîne dans ce centre et j'ai participé à plusieurs compétitions nationales, notamment le saut d'obstacles où j'ai sauté des obstacles allant jusqu'à 1,60 m. J'ai également pris part à des concours de beauté mettant à l'honneur les chevaux barbes et pur sang arabe. Mon objectif est de devenir un cavalier professionnel et je suis convaincue d'y parvenir avec un travail rigoureux. Mon objectif est de participer aux compétitions nationales et internationales. Et pour y parvenir, je m'entraîne régulièrement. Nous avons 60 cavaliers et 45 chevaux, dont des pur sang arabes, réputés pour leur élégance et endurance. Notre objectif principal est de former les cavaliers aux bases de l'équitation afin qu'ils puissent par la suite évoluer vers un niveau confirmé après l'obtention de leur 1er degré. Nous organisons également des concours de beauté dédiés aux barbes, un cheval emblématique de l'Algérie utilisé notamment dans la fantasia et les compétitions. À travers ces événements, nous encourageons les éleveurs à préserver cette race et à perpétuer son héritage. parce que كون نكملوا ما يكونوش لي كومبيتيسيون ما يتحفزوش المربين باش يربيوا البار. Dans ce centre équestre, chaque cavalier trouve l'opportunité de progresser. Pour certains, l'objectif est clair, atteindre un niveau professionnel et briller sur les plus grandes pistes. Pour d'autres, c'est un moment unique avec leur monture qu'ils ne changeraient pour rien au monde. Et avec cette très belle passion, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Je souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne et j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à 19h. Au revoir.